des bombes, qu'il a vu un feu près d'une mosquée. Un autre a dit qu'une... Oh là là, oui, continuez, Jean-Michel. Bon, on a perdu, on s'est fait couper l'alimentation de Washington. On va replacer tout ça et on y reviendra dans quelques instants. De toute façon, il est bien entendu que le président Bush, on va vous présenter ce qu'il a à dire. Bien sûr, on s'est dit, si la guerre doit être déclarée, il faut que le président Bush prenne la décision de déclarer cette guerre-là. Et elle est déjà déclarée, il est 3h29 du matin à Bagdad. Il a déclaré la guerre parce que Saddam Hussein n'a pas voulu bouger, il n'a pas bronché. On s'attendait, Jean-Michel rappelait tantôt, même que Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain, croyait même quelques minutes avant la fin de l'ultimatum qu'il y aurait un petit signe, il y aurait un petit quelque chose qui pourrait faire la différence peut-être. Oui, moi vraiment je pensais qu'on attendrait un peu plus. Je pensais qu'on... Encore une fois, peut-être qu'on attendra après l'offensive de ce soir quelque temps aussi. Ça pourrait peut-être changer quelque chose. Compte tenu des résultats de ces opérations-là, peut-être qu'il y aura une pause dans l'opération en question, mais en tout cas, chose certaine, je pense que ça confirme ce que l'officier français disait, le sérieux de cette opération-là. Je ne sais pas si on a des nouvelles d'Arabie Saoudite, parce que cette sirène aurait pu être l'indication d'une riposte, mais pour l'instant, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il ne semble pas du tout y avoir de riposte, en tout cas... Est-ce que ça pourrait, M. Young, indiquer qu'il y a une sorte de déstabilisation ou simplement que les Irakiens... Il y a deux ou trois hypothèses qu'on pourrait retenir. C'est qu'il y a eu une action coordonnée, interne, externe. Ça expliquerait le commencement un peu bizarre de ce conflit-là. D'autre part, il faut regarder vers Tel Aviv maintenant. Est-ce que ces missiles sont partis? Est-ce que l'aviation israélienne a déjà décollé? Les pilotes étaient dans les avions pour sauver 90 secondes. Exactement. Tout est en jeu maintenant. Est-ce que les attaques aériennes sont... est-ce que les pays arabes y participent? Est-ce que les Turcs y sont? Il y a beaucoup de questions. Ben, peut-être que Jean-Michel Leprince peut nous aider à répondre à certaines de ces questions-là, qu'on retrouve tout de suite à Washington. C'est rétabli, Jean-Michel? Oui, bien, bon, pour Bagdad, effectivement, on rapporte des dégâts, mais M. Young disait plutôt que les populations civiles seront probablement visées le moins possible, qu'on viserait probablement d'abord les centres de commandement, les centres de transmission, les centres radars, les centres de communication, les aéroports, et il faut que les Américains clouent absolument au sol immédiatement l'aviation irakienne de façon à ce qu'elle ne puisse pas faire de ravages dans les forces aériennes américaines. Mais il y a un point qu'il faudrait peut-être souligner, c'est que une des menaces que tout le monde a pris vraiment au sérieux, c'est lorsque Saddam Hussein a dit que si la guerre était déclenchée, il frapperait d'abord Tel Aviv. Et pour frapper Tel Aviv, il faut des missiles. Ces missiles sont installés à l'ouest de l'Irak, ces fameux missiles Scud, qu'il est capable d'équiper d'armes chimiques. Et je pense que une des premières cibles que l'aviation américaine a dû viser, ce sont ces dépôts, ces silos de missiles qui sont situés à l'ouest de l'Irak, près de la frontière, à portée d'Israël. Bon, autre chose à ajouter pour l'instant, Jean-Michel? Pour l'instant, c'est tout. Peut-être pour les amateurs de précision, en Arabie Saoudite, on déclenche la guerre officiellement à 4h50, heure normale de l'Est, au moment où les premiers avions, les premiers F-15 ont déclenché. Marlene Fitzpatrick, le porte-parole de la Maison-Blanche, lui, l'a déclenché à 7h ce soir, heure normale de l'Est. Alors, merci Jean-Michel Leprince, un petit peu plus tard. Alors, je le rappelle, c'est confirmé par la Maison-Blanche. Le président Bush va s'adresser à la nation américaine à 21h, heure de l'Est. On va vous le présenter. Donc, la guerre entre cette force anti-Irak, cette coalition, donc guerre déclenchée par les États-Unis et parce que Saddam Hussein n'a pas bougé. Donc, guerre entre cette coalition anti-irakienne et l'Irak, elle est commencée. En ce moment, la force multinationale compte, aux dernières nouvelles, 680 000 hommes dans le Golfe, dont 400, je pense qu'on est rendu à 425 000 Américains aujourd'hui, face à 545 000 Irakiens stationnés au Koweït. C'est là que ça a commencé le 2 août, cette crise-là, lorsque Saddam Hussein a envahi le Koweït. Alors les troupes, ces derniers temps, avant que ça ne se soit déclenché tantôt, avaient passé ces derniers temps surtout à des exercices, à des manœuvres, en prévision d'une attaque qu'on disait imminente. C'est maintenant fait. Et les Alliés avaient élaboré une série de scénarios d'intervention, dépendant selon les circonstances. Et Normand Lester va nous donner un exemple de scénario qui a pu être imaginé. Revoyons ça ensemble. L'attaque contre l'Irak va commencer la nuit. Des avions furtifs F-117 invisibles au radar basés en Arabie Saoudite et des bombardiers stratégiques F-111 venus de Turquie
vont frapper les bases de missiles, particulièrement celles situées dans l'ouest de l'Irak. Il leur faut détruire les fusées que Saddam Hussein menace d'utiliser contre Israël. Dès la levée du jour, des F-15 et des F-16 vont prendre la relève. Leur mission, chasser l'aviation irakienne du ciel du Moyen-Orient afin de permettre aux F-14 et aux A-6 de l'aéronavale d'attaquer les défenses antiaériennes autour de Bagdad et de Bassorah près de la frontière du Koweït. Ceci pour laisser le champ libre aux vagues suivantes de chasseurs bombardiers. À l'aide de bombes guidées au laser ou par télévision, les postes de commandement et les centres de communication de l'armée irakienne vont ensuite être attaqués, y compris le complexe fortifié à Bagdad où se trouve le quartier général de Saddam Hussein. Puis, les centres de recherche et de production d'armes atomiques, biologiques et chimiques seront frappés. Quand les objectifs paraîtront trop bien protégés par la défense antiaérienne, les États-Unis utiliseront des missiles de croisière Tomahawk, qui sont en fait de petits avions sans pilote bourrés d'explosifs, lancés des cuirassés Missouri et Wisconsin qui croisent dans le golfe Persique. Les spécialistes affirment que l'aviation alliée peut lâcher 450 000 kilos d'explosifs par jour contre des objectifs militaires irakiens. Les avions de la coalition multinationale devraient s'assurer la maîtrise complète des airs dans les 72 heures après avoir détruit les deux principales bases aériennes de l'Irak. Les bombardiers stratégiques géants B-52 vont alors étendre des tapis de bombes sur les champs de mines et les lignes fortifiées irakiennes dans le sud du Koweït. Du golfe Persique, les cuirassés américains vont pilonner les positions irakiennes à l'aide de leurs énormes canons. Puis, durant la seconde semaine de la guerre, les chars des divisions blindées américaines vont engager une immense manœuvre de contournement pour couper les lignes d'approvisionnement des forces irakiennes au Koweït. C'est alors que les divisions d'infanterie de la coalition vont se mettre en branle, utilisant le couvert de la nuit grâce aux moyens de vision nocturne dont sont maintenant dotées les forces américaines. Parallèlement, des dizaines de milliers de Marines vont débarquer sur les côtes du Koweït et des unités parachutistes pourraient être lâchées sur les arrières des Irakiens. Isolées, sans eau et sans approvisionnement, ces forces devraient se rendre très rapidement. Les forces alliées se préparent à faire 200 000 prisonniers de guerre dès les premières journées des opérations terrestres. Les forces canadiennes, elles, vont poursuivre leur mission actuelle durant le conflit. Les deux destroyers vont probablement opérer plus au sud, tout simplement parce que les navires autres que ceux engagés directement dans les opérations vont se faire rares dans le secteur où ils patrouillent actuellement. Avec leurs lance-missiles et leurs canons mitrailleurs, ces bateaux sont adéquatement protégés contre toute attaque aérienne. Quant aux chasseurs CF-18, leur nombre est porté à 24, soit la dotation normale d'un escadron opérationnel en temps de guerre. Si le gouvernement décide de modifier leur mission, ils pourront participer à des missions visant à assurer la suprématie aérienne des Alliés au-dessus du Golfe. Ce profil opérationnel les amènerait à engager des avions irakiens dans des combats aériens. L'avion citerne des forces canadiennes, équipé pour le ravitaillement en vol des CF-18, pourrait étendre leur zone d'opération. Cet avion pourrait aussi ravitailler des F-18 américains venant des porte-avions qui naviguent dans la mer d'Arabie. Un reportage de Normand Lester. Alors, je vous le rappelle, il est maintenant 3h38 du matin. On est jeudi à Bagdad. C'est la guerre. La guerre est déclarée. Donc, le Canada est en guerre. C'est la première fois que le Canada est en guerre depuis 40 ans, depuis la guerre de Corée. Voici ce qu'il y en est. Alors, après le déclenchement des hostilités, le prix... Ah ben non, oui, je ne veux pas vous parler du pétrole quand même à ce point-là. Je voudrais quand même faire le point. Bon, effectivement, le prix du pétrole a augmenté. Lorsqu'on parle des conséquences d'une grève, on se dit, dépendant de la durée, et selon la durée de cette guerre-là, il va peut-être y avoir un autre choc, un troisième choc pétrolier. Alors, le pétrole, il a grimpé très rapidement de 31 à 38 $